Sami Badibanga Ntita Sombadi, c'est son nom et c'est désormais lui qui a la très lourde responsabilité de conduire à bon port les conclusions issues du dialogue politique en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila Kabange l'a nommé jeudi dernier comme Premier ministre issu des rangs de l'opposition, député national. Il était président du groupe parlementaire UDPS et allié au Parlement. Mais en fait, il est récusé par le parti d'Étienne Tshisekedi qu'il a déjà radié depuis février 2012. C'est ce qui explique sans doute sa présence au dialogue national sous l'égide de l'Union africaine. Pourra-t-il mener à bien sa mission? Est-ce un appel lancé à l'UDPS par le président Joseph Kabila? Quelles sont les priorités de celui qui a comme mission le social, renforcer les acquis économiques de la RDC et surtout organiser les élections à venir? RDC, nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre, preuve suffisante de la volonté du régime de décrisper la tension politique. Premier débat du jour sur Angle de Vue. Ensuite, le Modène FA Lumana Africa a tenu son deuxième forum mondial à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais un forum qui est rehaussé par la présence d'une personnalité et pas des moindres. Hama Amadou, le président du parti de l'opposition nigérienne, a fait le déplacement d'Abidjan et par là même son retour sur la scène politique. Candidat à la présidentielle de 2016 où il est arrivé second malgré son incarcération dans l'affaire de supposition d'enfants, Hama Amadou a lancé un appel à toutes les filles et fils du Niger. Niger, deuxième forum de la diaspora du Lumana FA Africa à Abidjan. Présence de Hama Amadou, un message envoyé au pouvoir. La question sera posée à nos débatteurs du jour. Second débat sur votre émission qui permet le décryptage de l'actualité. Voici d'abord le flash d'information, le point de l'actualité sur le continent africain. Au Mali, les élections municipales se sont déroulées ce dimanche sur fond de tensions et d'absence de vote dans certaines localités. 5 militaires et un civil ont été tués par des hommes armés. Les opérations de centralisation des votes ont commencé et des premières tendances se dessinent. Selon les chiffres obtenus directement auprès des commissions de centralisation, le taux de participation est au moins de 25% dans 3 des 6 communes de la capitale. Au moins 21 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées en 4 jours de combat entre deux tribus rivales dans la ville de Seba, dans le sud de la Libye. Les affrontements opposent la tribu des Aouled Suleiman à celle des Guedafa à laquelle appartenait l'ancien président Muammar Kadhafi. Le bilan de 21 morts et d'une centaine de blessés concerne seulement les membres de la tribu Aouled Suleiman. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma doit rencontrer ce lundi les représentants des vétérans de l'ANC qui demandent sa démission à une conférence élective anticipée pour désigner le nouveau chef du parti. Quelques 101 vétérans se sont associés à cet appel. Ils réclament depuis le mois de septembre une rencontre avec le président sud-africain. Ils entendent bien demander des comptes sur les différentes affaires qui polluent la vie politique sud-africaine. République démocratique du Congo, nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre, preuve suffisante de la volonté du régime de décrisper la tension politique. Premier débat du jour qui prend place juste après l'intermède. Et sur le plateau de votre émission Angle de Vue, pour en parler aujourd'hui, Maître Alain Oronla, vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Oronla, bonjour et bienvenue. Bonjour Johannes. Face à vous, Lamine Sissé, écrivain, expert en communication politique. Lamine Sissé, bonjour. Bonjour Johannes. Ma première question est pour vous, Lamine Sissé. On attendait Vital Kamerhe. Finalement, on a eu Sami Badibanga. Est-ce que vous êtes surpris par cette nomination? Non, bon, moi je pense que si Vital Kamerhe était nommé, ça allait me surprendre. Oui, parce que... Pourquoi? Puisqu'il était attendu et que beaucoup de gens pensaient que s'il y avait un deal entre lui et Kabila, politiquement, il n'est pas bon qu'il soit là. Donc, si c'est pour amener les autres partis, que le dialogue puisse avoir une connotation inclusive, comme on a l'habitude de le dire, je crois qu'il faut aller vers l'opposition radicale. Je crois que même qu'il soit exclu de l'UDPS, mais il incarnait quand même de l'espoir de l'opposition au sein de l'Assemblée. D'accord. Maître Ongla, l'absence de Kamerhe à ce poste, c'est une stratégie politique de la part du président Kabila? C'est tout simplement l'illustration de ce que le président Kabila ne respecte jamais, ses engagements.
Vous pensez donc qu'il y avait engagement entre lui et Vital Kamerhe? Vital Kamerhe était attendu comme Premier ministre et que c'était certainement la récompense promise. Était attendu par qui? Mais par tout le monde, puisque vous-même vous avez dit qu'il était attendu. Non, mais il fait partie peut-être d'un chapeau de personnes qui étaient pressenties. Il était le favori. Il était le favori et le rôle qu'il a joué, il a été fait co-modérateur de ce dialogue au lieu d'en être très ouvertement le patron de l'opposition. Je crois que tous ces efforts avaient été faits dans l'espoir et l'espérance qu'il fût nommé Premier ministre. Ça n'a pas été le cas. Donc je veux dire que c'est l'illustration de ce que ces accords ne seront pas respectés. Les dates ont déjà été déplacées. Le Premier ministre devait être nommé 21 jours après. On a attendu un mois, il n'y a pas péril en la demeure. Vital Kamerhe n'a pas été nommé au poste de Premier ministre, on ne peut que s'en réjouir. C'est la preuve quand même que Judas n'aura pas profité du pécule de la trahison. Toute proportion gardée, bien entendu. Et la nomination de Sami Bandibanga n'est pas un appel de pied à l'opposition radicale, comme vous dites. Je dirais plutôt que c'est un coup de pied aux fesses de l'UDPS parce que il n'est pas représentatif de l'UDPS et je crois que c'est une provocation de plus du président Kabila qui cherche à isoler l'UDPS et le rassemblement d'une manière générale, ce qui n'est pas du tout annonciateur d'une paix des braves. Alors, Lamine Cissé, le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda est sorti, il a dit que cette nomination n'avait aucun impact possible à avoir sur le parti du président Étienne Tshisekedi. Bon, moi je pense que... Est-ce que vous avez même écouté Vital Kamerhe à la suite de la nomination? Il est sorti pour dire, cela montre qu'il n'y a pas un deal entre moi et le président de la République. Parce qu'ils se sont concertés. Je pense qu'il serait mieux qu'il ne soit pas nommé lui. Parce que là, on attend tout le monde, il est en train de faire... Les gens, l'opposition radicale n'avait pas confiance en lui. Maintenant, on va chercher le Premier ministre ailleurs, on a toujours des roues d'échange. C'est-à-dire, le langage change en fonction du comportement de Kabila. Ça pose un problème. Alors moi, je pense que le parti, l'UDPS, est dans son rôle. Parce que, historiquement, l'UDPS, c'est quoi en réalité? Le patron de l'UDPS, il n'est pas nouveau sur l'échiquier politique. Il a été Premier ministre, notamment. Non, ce n'est même pas ça. Lui, il a été... Les politologues, tous les politologues sont unanimes que c'était Mobutu avec lui qui avait fait le sale boulot, qui ont envoyé à Moïse comment dirais-je, Moïse Tchombe, la fameuse lettre, n'est-ce pas, les crapauds. Cette fameuse lettre où on a mis le président Lumumba, le Premier ministre Lumumba en colis pour aller le tuer au Katanga. Il faisait partie de cette complicité-là. Et ensuite, ce même Tshisekedi... Non, vous n'avez pas les preuves. Non, je parle au conditionnel. Mais il était très lié à Mobutu. On l'appelait même le sosie de Mobutu. Ils s'habillaient de la même manière. C'est eux qui ont gouverné ensemble. Aujourd'hui, la question qui se pose fondamentalement, sa force, sa puissance financière, etc., il l'a tirée d'où? Exactement. Parce qu'on ne peut pas gérer la RDC comme si c'est post-indépendance. Les mentalités évoluent. Et c'est le même homme. C'est dans quelle démocratie est dans son propre parti lui-même. C'est lui qui est le chef depuis l'indépendance jusqu'à présent. Il est le même chef. On a changé le directoire. Il gouverne ses petits-fils aujourd'hui. Notamment Jean-Marc Kabunda. Kabunda a été proposé très récemment. C'est la jeunesse actuellement qui milite à l'UDPS. Celui qui a 54 ans, là, le Premier ministre qu'on vient de nommer, qui est issu de son parti, là, il l'a exclu unilatéralement parce que tout simplement, il a pris position par rapport. Parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, une démocratie au sein d'un parti. Mais Tshisekedi ne fait pas de démocratie dans son parti. Donc, ce n'est pas un homme nouveau. Moi, je pense que jusqu'au boutisme, c'est Tshisekedi. Il n'a qu'à arrêter parce qu'il n'apporte rien en le faisant au Congo, en RDC. Donc, il était même taxé à un moment donné qu'il a créé cette opposition-là. Quand il chauffe, il va voir Mobutu. Mobutu lui donne les sous, il va se taire. Il était taxé. C'est quelqu'un... C'est-à-dire qu'il a la main propre où? C'est ça mon problème fondamental. Alors, Maître Léon, là, on va évoluer. Est-ce que la nomination de Sami Bandibanga ne va quand même pas, quoi qu'on dise, décrisper un peu la tension? Parce que c'est quelqu'un qui est réputé, quoi qu'on dise, proche du président Étienne Tshisekedi. Il a fait les classes à l'UDPS. Il est à l'intérieur même
de la marmite UDPS depuis 1994. C'est vrai qu'il y a eu des distensions autour de 2011 quand il a dit qu'il irait au Parlement parce que le président de l'UDPS demandait que tous les élus UDPS quittent le Parlement suite aux élections législatives. Badibanga a fait front et a gardé avec lui les 42 députés d'alors. Est-ce que vous pensez que cette exclusion du parti peut aujourd'hui empêcher Sami Badibanga de négocier avec ses frères d'alors tout au moins? Vous avez touché du doigt le problème. Sami Badibanga n'est pas UDPS. Sami Badibanga a désobéi au patron de l'UDPS. Quelles que soient les critiques qu'on peut formuler à l'encontre du vieux, il reste le leader incontesté du plus grand parti et du plus ancien parti du Congo. Il représente quasiment la moitié de l'électorat de la République démocratique du Congo. Et c'est vrai que Sami Badibanga a été très proche du président Tshisekedi pour en avoir été le conseiller spécial, l'un des fers de lance de ce parti. Mais cette histoire est terminée depuis 2011, où Sami Badibanga a décidé, en dépit des consignes que l'on peut critiquer d'Étienne Tshisekedi, de faire cavalier seul et de pousser la provocation à conserver le nom du parti, puisque le groupe parlementaire dont il a pris la tête continue de s'appeler UDPS et Alliés. UDPS et Alliés. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est en paix, en harmonie avec l'UDPS authentique qu'on est allé choisir, et pour cause. Alors, comment pourrait-il opérer le ralliement? Comment pourrait-il négocier si ce n'est pas un pied de nez que l'on fait? Lamine Cissé dit souvent qu'il prône la paix. Je le trouve un peu trop radical ce matin à l'encontre du vieux. Si nous voulons faire de la réelle politique, un Premier ministre doit être issu des rangs de l'opposition. Sami Badibanga n'est pas de l'opposition. Il est de l'opposition parlementaire. Modéré. Il est le président du groupe parlementaire. Il est de l'opposition. Bien sûr, comme Vital Kamerhe, bien sûr. Vital Kamerhe fait partie de l'opposition modérée. Je suppose que Sami Badibanga est encore plus modéré, pour ne pas dire plus dilué. Donc ce n'est pas dans ce camp qu'il faut choisir. L'opposition majoritaire est en dehors. C'est le rassemblement. Et je crois que pas besoin d'être énarque ou polytechnicien pour comprendre que pour décrisper l'atmosphère aujourd'hui, il eût été plus judicieux de négocier et d'inclure cette opposition majoritaire, c'est-à-dire celle qui est constituée aujourd'hui autour de ce qu'on appelle le rassemblement. J'ignore si les négociations ont été engagées et qu'elles n'ont pas abouti. Nous savons que la conférence épiscopale, qui est très proche du rassemblement, du moins qui est présumée proche du rassemblement, a certainement offert ses bons offices. Et continue mais le résultat, c'est que le Premier ministre n'est pas issu de ce rang. Au contraire, on a choisi un ex-allié, un transfuge, pour mettre de l'eau sur le feu. Mais Maître Roula, si le rassemblement n'a pas participé à l'accord, a refusé de le valider par la suite, ça aurait été difficile de prendre un membre du rassemblement comme Premier ministre de la RDC en l'état. Je suis persuadé que si les négociations avaient été menées de bonne foi, on se serait donné tous les moyens pour tendre la main à cette opposition pour qu'elle devienne moins radicale. Et quand bien même des négociations auraient été engagées, qu'elles auraient échoué, admettez, je pense que c'est gros comme le nez au milieu du visage, admettez que Sami Badibanga n'est pas le meilleur choix pour pacifier les choses. Parce que le vieux est toujours là. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui l'aurait exclu, peut-être bien à tort, pour conduire d'éventuelles négociations. Moi, je pense que c'est une manière d'isoler ou même de provoquer. Et tout à l'heure, j'ai dit de l'eau sur le feu, je voulais dire de l'huile sur le feu. Et la réaction ne s'est pas fait attendre, puisque le vieux, qui est quand même encore crédible et légitime, peu importe qu'il ait mangé avec Mobutu, tout le monde a mangé avec Mobutu. Tout le monde. Tout le monde, dans cette République démocratique du Congo, a été avec Mobutu. Le président du Sénat, Kengo Wadondo, a été très proche de Mobutu.
Donc le moboutisme a frappé tous les esprits et tout le monde a trahi Lumumba. Donc on ne peut pas aujourd'hui jeter la pierre à l'un ou l'autre des acteurs. Mais les constantes, c'est que celui qui a mené la contestation et l'opposition depuis Mobutu à ce jour, c'est le vieux Étienne Tshisekedi, contesté au sein du parti, pourquoi pas. Mais son parti est majoritaire dans l'opposition. Et il n'est pas seul. Il y a l'équipe du G7 qui s'est ralliée. Donc, l'opposition institutionnelle majoritaire est en dehors de cette alliance et la nomination de Sami Badibanga, dont je ne peux contester les qualités, n'est quand même pas le choix le plus heureux, n'est pas le choix le plus pertinent pour aller vers la pacification, pour aller vers la décrispation. Bien au contraire, je crois que c'est un pavé jeté dans la mare de manière politicienne pour enrager davantage cette opposition, que l'on devait tout mettre en œuvre pour amener à la table de négociation. Et les jours à venir, nous édifierons sur la question. La belle preuve, c'est que le rassemblement continue comme si de rien n'était et a engagé ce compte à rebours dont on verra le point culminant le 19 décembre 2016. Alors, pour Eve Bazaïba, secrétaire général du mouvement de libération du Congo, avec ce nouveau gouvernement, le président Joseph Kabila cherche à détourner les Congolais des vrais problèmes. Suivons un extrait de sa déclaration. Le Front pour le respect de la Constitution note également que cette adresse vient ramener le pays dans la dictature en rejetant l'apport des acteurs nationaux et s'éloigne de l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. État des choses qui ferme la porte malheureusement à toute possibilité de consensus et d'inclusivité sous une attitude de défi au peuple congolais. Au nom de la démocratie constitutionnelle, dixit le chef de l'État, le Front pour le respect de la Constitution invite le président de la République sortant à respecter son serment, à se soumettre aux prescrits de la Constitution en quittant le palais de la Nation au terme de son second et dernier mandat, le 19 décembre 2016. Il en sortira grand. Il aura ainsi démontré au peuple congolais qu'il est soucieux de la paix et de la stabilité de notre pays. Car un seul homme ne peut pas prendre tout un pays en otage. Lamine Cissé. Oui, ma réaction, c'est l'opposition radicale. Les gens avancent, eux, ils viennent en arrière. Il y a un accord déjà sur la table qui est soutenu par l'Union africaine, les institutions qui sont sur place. Il faut avancer. Moi, je pense que Maître, mon ami, a parlé de la réelle politique. Pour moi, la réelle politique, c'est de voir ce qui est réel pour le pays, ce qui est réel pour la stabilité et la paix, et adopter cette position-là. Quand je parle de Tshisekedi, ce n'est pas pour attaquer Tshisekedi, ce sont ses actions que j'attaque. Parce qu'en fait, tout le combat qu'il est en train de mener depuis lors, si par exemple il n'y avait pas une nouvelle géopolitique dynamique qui a fait renverser Mobutu, ce n'est pas Tshisekedi qui allait prendre le pouvoir. Parce que ce n'est pas une opposition constructive. L'opposition, j'ai dit, une opposition dans un pays a le rôle d'éclairer, d'éveiller les consciences, d'essayer d'amener la paix, de faire comprendre les personnes, les militants, leur droit de citoyenneté. Un citoyen s'engage pour la paix, la stabilité et le développement de son pays. Lamine Cissé, mais en République démocratique du Congo, aujourd'hui, l'opposition que vous appelez radicale appelle au respect de la Constitution. La Constitution qui est quand même le socle de tout État, de toute démocratie. Nous appelons au respect de la Constitution. Mais il y a des contingences qui se posent à une nation. Il faut à un moment donné faire un sursaut patriotique. C'est ce que le Bénin a fait à un moment donné de l'histoire de sa vie. Lamine Cissé, vous pensez que ces contingences actuellement en République démocratique du Congo font qu'il faut laisser le président
Kabila au pouvoir. Mais il y a un accord, c'est-à-dire il y a un accord déjà qui est sur l'application de cet accord-là. Ne parlons plus de dire le respect de la Constitution, parce que la Cour constitutionnelle et les institutions de la République sont d'accord sur cet accord-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut revenir en arrière ou il faut continuer. Alors moi, je pense que si on continue comme ça, on risque de mettre le pays en péril. Moi, je préfère un accord, même si on dit que l'accord n'est pas bien. Cet accord-là est mieux que de prendre les armes et avoir les accords par les armes. Ça serait catastrophique. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon Très procès. Bien. Maître Alain là, on va parler d'un gros débat qui fait actuellement aussi l'actualité en RD Congo. Et il y a le Premier ministre Sami Badibanga qui fait face à un autre défi, sa nationalité, parce qu'il y a un document publié par Olivier Kamitatou, proche de Moïse Katumbi Tchapoué, qui fait état de ce que le Premier ministre serait belge. Voilà l'information qui a été sortie. Maintenant, la question qui se pose, Lamine Cissé, c'est qu'on ne peut pas cumuler les deux nationalités et être nommé à un certain nombre, à un poste de responsabilité aussi éminent en RD Congo. Il est député, président d'un groupe parlementaire. Kabila même ne serait pas congolais, le président de la République. Lui-même, il ne serait pas congolais, d'après certains dires. Nous avons vu à côté, Omar Bongo n'est pas gabonais. Arrêtons de continuer à balkaniser l'Afrique par nous-mêmes. Parce que c'est les comportements et les attitudes et les mentalités qui balkanisent. La division, c'est dans nos têtes. Nous ne sommes pas encore indépendants. Nous sommes dépendants dans la tête. Il faut que les mentalités changent. Ce n'est pas des comportements comme ça, dire il n'est pas ceci et cela. Mettre de l'huile, c'est ça mettre, c'est ça qu'on met, mettre de l'huile sur le feu. Ce sont ces déclarations pareilles-là, qui sont des déclarations incendiaires. Vous savez, l'agressivité, ce n'est pas de se mettre dans la loue. La violence verbale est la violence la plus dangereuse. Parce que quand ça atteint les mentalités, ça donne des comportements populaires qui... Les gens vont dans la rue, ils agissent sans comprendre pourquoi ils agissent. Ces déclarations pareilles-là, pour moi, c'est comme si quelqu'un a pris des armes, il va au champ pour un combat. C'est extrêmement dangereux. Je dis Kabila même, le président du RDC actuellement, n'est pas congolais, d'après certaines oppositions. Donc, vous dites à ce monsieur-là, qui n'est pas congolais, de respecter la Constitution, de laisser d'aller où? Ceux qui disent qu'il n'est pas congolais, s'ils se mettent au pouvoir aujourd'hui, ils vont faire quoi? Moi, je crois que nous avons prédit ici, sur votre plateau ici, nous avons appelé au dialogue inclusif, nous avons appelé à la création d'un gouvernement d'union nationale et d'aller vers les élections ensemble. Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Maître Alain, la question qui se pose actuellement au Congo, c'est que si le Premier ministre Sami Badibanga est d'une nationalité belge, il n'est donc pas congolais parce que la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. C'est un simple fait et je ne comprends pas les réactions régimistes de mon ami Lamine. Tout ce que fait Kabila qui fout la merde au Congo est bien. Et quand on dit le contraire, on n'est pas un bon Congolais. Le débat aujourd'hui, si Badibanga est belge ou pas, le fait de le dire, de le révéler, n'a rien d'incendiaire. Le fait est que moi, je ne connais pas sa nationalité. C'est vrai, il est député, il a été à l'UDPS, il est président d'un groupe parlementaire, mais est-ce que cela empêche qu'il soit belge? On révèle qu'il est belge. Et les textes fondamentaux de la République du Congo refusent ce cumul de nationalités, en tout cas pour briguer un poste de cette importance. Il y a déjà eu des cas. Il y a déjà eu des cas. Il y a un ancien directeur de cabinet du président Kabila qui avait vu sa nomination comme ambassadeur de la RDC en Belgique refusée parce que la Belgique avait estimé qu'un citoyen belge ne pouvait pas représenter les intérêts de la RD Congo en Belgique. Il y a eu aussi Charles Mwando Simba qui actuellement est du G7 proche de Moïse Katumbi, qui avait dû renoncer expressément à sa nationalité belge avant de pouvoir siéger au Sénat comme vice-président Vous êtes en train de voler sur mon temps de parole, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Okay, allez-y. Donc, il n'y a pas d'émotion à avoir. Si l'actuel Premier ministre est de nationalité belge, c'est un fait dont il faut tirer les conséquences, à savoir le respect des textes, à moins que l'on veuille faire de l'irrespect des textes comme de l'irrespect de la Constitution la règle de gouvernance dans ce pays. S'il est belge et qu'il ne peut cumuler
ces deux nationalités et ce poste, eh bien qu'on le dégomme. Et ça ne m'étonnerait pas que le choix ait été fait à dessein, parce que le président de la République du Congo ne peut pas nous dire qu'il est dans l'ignorance de cette réalité, et je me demande si ce n'est pas un pavé davantage jeté dans la mare pour brouiller les esprits. Mais je ne voudrais pas perdre mon temps de parole sur un débat essentiel et sur lequel Lamine a eu le temps d'opiner. Quand on parle d'accord, il y a un principe que les accords ne sont opposables qu'à ceux qui y ont été partis. Vous ne pouvez pas venir m'imposer un accord auquel je refuse de participer, et ce n'est pas parce que je refuse de participer à un accord que je considère comme scélérat que je ne suis pas un bon citoyen. Je veux dire quoi par là? Ne demandez pas à l'UDPS et au Rassemblement, dont je ne suis pas forcément partisan. On fait un travail d'analyse, de décryptage et donc d'honnêteté intellectuelle. On ne peut pas imposer un accord fabriqué par le président Kabila et ceux qui ont bien voulu être ses alliés. On ne peut pas l'opposer à ceux qui ont dénoncé déjà le principe de cette rencontre et dit qu'on devrait avancer. La deuxième observation, c'est que le front du refus de l'irrespect de la Constitution, ce n'est pas nécessairement un front d'opposition politique. Quand on dit nous sommes pour l'alternance, nous sommes pour le respect de la Constitution, ça ne veut pas dire qu'on est opposant radical. Ça veut dire tout simplement qu'on tient à l'application des règles. Je vous le concède. On fabrique un accord politique, soi-disant qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès entre guillemets. Et cet accord, on n'est même pas capable de le respecter. Parce qu'il y a déjà eu 2 violations. La première des violations, c'est le délai de nomination du Premier ministre. La deuxième violation, c'est l'engagement suivant lequel ce Premier ministre serait issu des rangs de l'opposition. L'opposition n'est plus dirigée par Vital Kamerhe, l'opposition n'est pas dirigée par Sami Badibanga, c'est des transfuges dont la nomination et l'élévation ne peuvent que crisper l'atmosphère. Donc il faut tout simplement reconnaître que l'on est en train de mettre encore plus de désordre dans l'affaire. Vous avez une opposition constituée du Rassemblement, du mouvement de libération du Congo, qui est quand même une force, et pas des moindres, qu'on néglige, qu'on occulte et qu'on isole, soi-disant qu'on est en train de faire le lit à la réconciliation et à l'élection. Je crois que nous devons être très vigilants et accompagner le peuple congolais dans sa lucidité. Et il me semble que la posture de l'opposition dite radicale est la meilleure posture pour contrecarrer un président comme Kabila dont la seule volonté, parce que ce n'est qu'un citoyen congolais parmi des centaines de milliers d'autres, il ne peut pas imposer sa volonté anticonstitutionnelle à tout un peuple, à toute une organisation politique. Et c'est une erreur de croire que parce qu'il a les armes, eh bien, on doit lui dérouler le tapis rouge et qu'on doit céder à tous ses caprices. Alors, Lamine Cissé, il y a aussi les autorités congolaises qui se sont opposées à un meeting de l'UDPS et du rassemblement prévu autour du président Étienne Tshisekedi. Est-ce que actuellement cela participe de la décrispation de la tension? Parce que chaque fois quand la constitution congolaise dit que pour faire une manifestation, il faut informer l'autorité et non requérir sa permission. Mais chaque fois que l'UDPS demande à faire un meeting, c'était le cas le 5 novembre dernier, c'était aussi le cas le 19 novembre, automatiquement les autorités empêchent cela, on militarise le domicile du président Étienne Tshisekedi et on envoie soit des policiers, soit les jeunes du parti au pouvoir jouer sur l'air prévu pour le meeting. C'est pour éviter les morts. Comme depuis quand ils ont enterré leurs morts. Les morts ne sont même pas encore... Lamine Cissé, vous pensez que si l'opposition fait un meeting, il doit forcément y avoir des morts? Non, je dis l'État apprécie. Vous savez, leur appréciation, nous, sur le plateau, on ne peut pas savoir leur appréciation par rapport au trouble à l'ordre public. On a eu le dernier meeting. Il y avait combien de morts? C'est-à-dire qu'un gouvernement responsable, est-ce que tu ne prendras pas tous les garanties pour qu'il n'y ait plus de morts? Parce qu'il y a des éléments qui infiltrent des manifestations. Moi, j'ai été militant à l'âge de 17 ans. Je connais comment ça fonctionne. L'opposition, cette opposition-là radicale. On peut mettre les gens dans la rue. Il y a des gens de mauvaise volonté qui viendront pour créer des troubles et des morts.
On dira peut-être que c'est le parti au pouvoir ou bien c'est l'opposition qui l'a créé. Je crois qu'il faut qu'on manifester, c'est le droit légitime de tout citoyen. Mais maintenant, les manifestations qui créent des morts, il faut les éviter. Alors donc, sur ce plan-là, je n'ai pas beaucoup d'appréciation. Mais ce que je voudrais dire, j'ai l'impression quand on parle, c'est comme si Kabila est isolé, il n'a pas de militants, il n'a personne derrière lui. C'est que quand on parle, on dirait que tout RDC, c'est l'opposition qui contrôle tout RDC. Kabila n'a pas... Il a été un président élu, démocratiquement quand même. Il a des partisans. Ce que je voudrais faire comprendre est que on parle de démocratie, nous sommes dans le processus de démocratisation en Afrique. Et j'ai dit ici sur le plateau que la démocratie, c'est la convention des Blancs qui font que la minorité gouverne la grande majorité. C'est ça la démocratie en réalité. Nous ne sommes pas en démocratie populaire, on est en démocratie conventionnelle. Et j'ai dit, cette démocratie-là, elle est véhiculée par la langue des autres, pas en swahili ou en lingala. Donc le peuple n'est pas conducteur de cette démocratie. C'est pourquoi j'appelle à ce que les dirigeants, les cadres et des intellectuels de RDC puissent faire preuve de dépassement pour tout simplement conduire ce peuple-là vers une démocratisation apaisée. Quand je parle souvent de l'exemple du Bénin, je ne suis pas très bien suivi parce qu'en tant que Sénégalais, je l'ai vécu. J'ai vu que ça a failli casser, mais il y avait un sursaut patriotique, y compris le président de la République et les cadres se sont réunis pour dire plus jamais ça. Ils ont changé la donne. C'est ce que je voudrais pour la RDC. Parce que la RDC, les spécificités sont que la RDC est une corde très sensible. Quand ça casse, il y aura des effets d'entraînement que nous ne pourrons pas maîtriser. Et partout ailleurs, nous avions vu les mêmes scénarios qui essaient d'imposer des hommes. Les gens sont allés aux armes. Jusqu'à présent, il n'y a pas la paix dans ces pays-là. Alors moi, je suis animé par ce souci-là. Je dis, comme il y a un accord, je suis d'accord avec toi sur des principes pour dire qu'il faut respecter la Constitution, etc. Je suis d'accord. Mais dans la praticabilité, s'il y a des problèmes, il faut toujours harmoniser les positions pour aller de l'avant. C'est-à-dire que le radicalisme, la réelle politique, quelquefois, commande. La stabilité et la paix, quelquefois, commandent à ce que les dirigeants doivent prendre des positions par rapport à ces situations-là pour sauver, ne serait-ce que pour sauver. C'est ça mon inquiétude. Alors, il y a aussi à Lubumbashi, comme dans la capitale d'ailleurs, les autorités ont interdit les manifestations. Et il y a la résidence de Christian et Charles Mwando, Nsimba père et fils, qui ont été saccagés à coups de pierre. Les deux hommes sont réputés très proches du président Moïse Katumbi Chapwe. Les exactions continuent et je suis gêné un peu de voir qu'on légitime la dictature. Pourquoi un rassemblement pacifique, le mot est fort, appelé par l'opposition, entre guillemets, serait-il forcément générateur de mort? Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir qui tue? Qui tue? C'est la police. C'est la police politique. C'est les milices qui tuent. Qui infiltre les rangs de l'opposition? Vous qui êtes un militant, vous devez savoir que c'est le pouvoir en place qui infiltre pour pouvoir justifier cette répression qui n'a pas de sens. Mais quand c'est les partisans du régime qui jouent de manière grotesque au foot féminin pour occuper une place, là c'est tout à fait normal. Non, je crois que nous avons le devoir d'être objectifs. Que le président Kabila ait des partisans ou des gens qui veulent continuer de bénéficier de ses faveurs, c'est leur droit absolu. Nous ne contestons pas la popularité du président Kabila. Mais il y a un baromètre simple. C'est celui de la Constitution, c'est celui des textes qu'on ne peut pas faire varier au gré des humeurs. Le président Obama nous avait dit ici qu'il est très content de son travail, qu'il pense même qu'en se présentant à une troisième mandature, il serait élu, mais il n'en a pas le droit parce que la Constitution l'interdit. La démocratie en français, en anglais, en lingala ou en swahili, ce n'est pas le consensus, c'est d'abord le respect des règles du jeu, des textes dont on s'est doté. Et c'est faux de dire que le président Kabila a été élu démocratiquement. Il a succédé à son père qui a pris le pouvoir par les armes. Il s'est maintenu par les armes. Il n'a pas gagné les élections puisque la crise en République démocratique du Congo date de cette élection controversée dont tout le monde admet aujourd'hui qu'elle s'est déroulée dans des conditions obscures. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on exige la correction des fichiers, etc., etc. Ouais. Donc ce n'est pas un président légitime, en tout cas c'est un président dont l'élection est controversée.
Et ce qui ne peut être controversé, c'est que la constitution qui a été imposée en République démocratique du Congo par le président Kabila limite ses mandats à 2. Il est à la limite de ces 2 mandats. Toute autre manipulation est contraire à la démocratie, est contraire à l'intérêt du peuple, est contraire à toute volonté d'asseoir un consensus sur un coup d'État que nous pourrions qualifier de permanent et de perpétuel. À sa décharge, Lamine Cissé aussi a appelé sur ce plateau à ce que le président Kabila dise expressément qu'il ne sera pas candidat à un 3e mandat. Je me permets de dire qu'il n'a pas été entendu. Le Bureau des Nations Unies des droits de l'homme a dénoncé en outre l'arrestation de 17 manifestants, puis une arrestation également à Bunia. C'est déjà la fin du premier débat. Place au Niger, juste après un autre point du flash. Au Mali, les élections municipales se sont déroulées ce dimanche sur fond de tensions et d'absence de vote dans certaines localités. 5 militaires et un civil ont été tués par des hommes armés. Les opérations de centralisation des votes ont commencé et des premières tendances se dessinent. Selon les chiffres obtenus directement auprès des commissions de centralisation, le taux de participation est au moins de 25% dans 3 des 6 communes de la capitale. Au moins 21 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées en 4 jours de combat entre 2 tribus rivales dans la ville de Seba, dans le sud de la Libye. Les affrontements opposent la tribu des Aouled Suleiman à celle des Guedafa à laquelle appartenait l'ancien président Muammar Kadhafi. Le bilan de 21 morts et d'une centaine de blessés concerne seulement les membres de la tribu Aouled Suleiman. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma doit rencontrer ce lundi les représentants des vétérans de l'ANC qui demandent sa démission à une conférence élective anticipée pour désigner le nouveau chef du parti. Quelques 101 vétérans se sont associés à cet appel. Ils réclament depuis le mois de septembre une rencontre avec le président sud-africain. Ils entendent bien demander des comptes sur les différentes affaires qui polluent la vie politique sud-africaine. Niger, 2e forum de la diaspora du Lumana FA Africa à Abidjan. Présence de Hama Amadou, message envoyé au pouvoir. Le débat prend place après la virgule. Un débat qui se poursuit avec vous, messieurs, en exil à Paris depuis mars 2016. Hama Amadou a fait ce week-end sa première grande sortie médiatique depuis sa défaite à la présidentielle face à Mamadou Issoufou. Maître Alain Roula. C'est très bien, la CEDEAO est en marche, puisque les regroupements d'un parti d'excellence du Niger se déroulent sous couvert de diaspora à Abidjan. La CEDEAO marche très bien. Mais je crois qu'il est temps d'aborder les vraies questions. Pourquoi le président Hama Amadou ne trouve pas le moyen de regagner son pays tranquillement sans qu'il soit inquiété par cette affaire qui lui pèse un peu sur l'estomac? Que devient ce parti maintenant que tous les autres grands partis d'opposition se sont alliés au régime du président Mahamadou Issoufou pour le partage du gâteau? Quelle stratégie, à part haranguer ces militants en dialecte, en langue nationale, quelle stratégie mettre en place pour que le moderne FA Lumana soit le fer de lance d'une véritable opposition au Niger et pour le bonheur du Niger? Je pense que c'est des réflexions qui doivent être menées à la tête de ce parti plutôt que des sorties récréatives qui illustrent un désarroi au sein de ce parti qui a quand même fait beaucoup de bien au Niger. Alors, Lamine Cissé, on a vu que l'homme était venu quand même pour haranguer ses troupes. C'était important qu'il se signale, même s'il n'a pas pu le faire dans son pays, le Niger. Je crois que nul n'ignore la persécution judiciaire a été très forte. Il a été en prison quand les élections se déroulaient. Donc la marge de manœuvre, est-ce qu'ils vont lui permettre de dérouler cela à Niamey ou bien au Niger? C'est ça la question fondamentale. Mais moi, c'est les causes profondes de ces comportements-là. Vous savez, comme nous sommes en construction d'État-nation, nous n'avons pas encore d'État-nation, on est en construction. Là, c'est la spécificité nigérienne. Parce que quand on analyse la population nigérienne, on sent qu'il y a trop de considérations ethniques religieuses. Ça influe. Il y a le régionalisme qui est très poussé. Surtout les considérations ethniques. Nous sommes au milieu, nous savons. Les différentes ethnies se captent difficilement
Donc, l'appartenance à tel ou tel, ça joue. C'est ce qui fait que c'est difficile, ça a des répercussions au sommet de l'État. Vous savez, nos comportements socioculturels conduisent comment l'État se comporte. Parce que forcément, ça a une répercussion. Alors donc, moi, je comprends un peu son attitude quand il va parler à ses partisans en langue. Ils sont beaucoup plus perceptibles. Mais je pense que le combat ne peut que se mener de la sorte, d'informer. Maintenant, je ne sais pas quelle a été la communication qu'il a adressée, n'est-ce pas, à ses partisans. Nous allons vous proposer, puisque nous avons un correspondant qui était de l'autre côté d'Abidjan et qui a suivi pour Sika TV ce grand meeting organisé par Hama Amadou et ses proches. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, était à Abidjan. Suite à certaines informations faisant état de son indisponibilité à diriger le parti de l'opposition Modern Faloumana, le président du dit parti Hama Amadou, suite à l'invitation de la diaspora de ce grand parti qui continue de voir le nombre des adhérents s'accroître, a répondu favorablement au grand forum de la diaspora qui s'est tenu à Abidjan, la capitale ivoirienne. Hama Amadou, vêtu de tout blanc et confiant, était bel et bien présent au dit forum mondial de la diaspora Modern Faloumana sous la coordination du sieur Soumane Akouba. Personne ne s'attendait à un tel retour. Et oui, Hama Amadou est arrivé au deuxième forum mondial de ce grand parti. Notre prière, c'est de sortir le Niger de cette situation qui, ma foi, n'arrange personne. Les pays voisins, les bailleurs de fonds et même le petit commerçant qui est à Niamey, Maradi, Tawa, etc. Pour sa part, le député Soumane Sanda, porter une chemise d'opposant au Niger n'est pas chose aisée. Malgré la nouvelle forme de gouvernance au Niger, qui fait de l'adversaire politique l'ennemi, il faut traquer, persécuter, investiguer et neutraliser. Le Niger a besoin de paix et surtout chaque Nigérien aspire au bonheur. Tel est le message du président de ce parti, Hama Amadou, à ses militants venus des quatre coins du monde. Chacun de nous a une mission, celle de faire de ce forum un creuset de réflexion et non de violence ou de vengeance. La diaspora, nous aurons besoin de vous pour faire avancer le Niger et l'une ne sera de trop. L'heure est grave et le parti devra tenir pour cette traversée. Je me porte bien et je porte tous les Nigériens dans mon cœur. Plusieurs messages de soutien ont marqué cette rencontre d'Abidjan, dont entre autres les messages des partis de l'opposition à qui Hama Amadou a promis revenir au Niger incessamment. Lamine Cissé, vous avez suivi le discours du président Hama Amadou. Quelle lecture vous en faites? Très réconfortant. Voilà ce que j'attends des leaders, de nos leaders. Je crois que c'est un sacerdoce de vouloir s'engager pour son pays, pour le développement. Il faut être le modèle d'incarnation de paix, n'est-ce pas, et de progrès. Je crois que s'il avait, n'est-ce pas, dans sa communication, s'il avait dit autre chose que appeler les gens à la réflexion comment sortir le Niger du sous-développement, n'est-ce pas, de créer de l'harmonie entre les populations. S'il n'avait pas dit ça, j'allais dire qu'il n'est pas suffisamment responsable. Alors, mais je suis très apaisé par son discours et que, vous savez, la majeure partie, 80%, c'est des gens qui sont analphabètes. Et ensuite, le Niger, la position du Niger, la situation du Niger, c'est un pays, zone instable, avec les djihadistes de gauche à droite. Il faut un leader politique tenir compte de tout cela pour amener les gens vers la paix. Alors, Maître Alonla, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Hama Amadou de rentrer dans son pays? Très bien, la fête était belle, les boubous sont jolis, mais je suis persuadé que dans son cœur, le président Hama Amadou aurait bien voulu tenir ce meeting à Niamey ou dans une autre ville du Niger plutôt qu'à Abidjan. Et je ne vois pas à quelle considération il faut faire appel, tout est évident. Le président Mahamadou Issifou a trouvé le moyen, par un subterfuge judiciaire, d'éliminer ce concurrent de taille. Il y a ce problème de dossier de supposition d'enfants qui se pose et qui pollue l'atmosphère et qui empêche le président Hama Amadou de regagner son pays. Ce que j'attends de leader
c'est de se battre sur le terrain. Je sais que ce n'est pas évident et que nos dirigeants ont des réflexes liberticides et nauséabonds. Mais il faudrait que le président Hama Amadou trouve le moyen d'être présent au Niger et de mener une résistance à l'appétit développé par le président Mamadou Issifou, qui donne l'impression de ne jamais vouloir quitter le pouvoir. Je crois que cela doit passer également par le sacrifice. Je sais que ce n'est pas évident. Il a déjà été incarcéré. Il a été embastillé. Il a été embastillé. Il le savait avant de s'y rendre. Il le redoute. Et c'est ça, malheureusement, la limite que je déplore chez nos dirigeants et qui permet à ceux qui sont au pouvoir de trouver par quelques astuces le moyen de tenir bien loin d'eux ceux qui pourraient contribuer au développement de leur pays. Le président Mahamadou, je l'invite à régler ce problème judiciaire, que ce soit d'ailleurs en se présentant ou par les voies diplomatiques pour qu'on enterre cette affaire et qu'il vole au secours de ces militants qui attendent beaucoup de lui, nous-mêmes, Africains, qui attendons beaucoup de ce que pourrait apporter une opposition menée par le président Amadou. Lamine Cissé, je crois. Non, je fais bien les observations de Maître Sow pour lui dire que la diaspora nigérienne est très très forte à l'extérieur. Là, ils sont très très fortes, ils sont très organisés. C'est le parti qui l'a invité. Ils sont organisés pour l'inviter, peut-être c'est pour le sortir de cet isolement-là. Parce que c'est un message fort pour les dirigeants qui sont dans le pays également. L'impact politique est très important. Bien sûr, mais ça se passe au Niger. Messieurs, merci. Ce sera tout. Était sur ce plateau Maître Alain Ronla, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Lamine Cissé, écrivain sénégalais, expert en communication politique. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur SICA. À très bientôt.